Quand on nous parle de l'état de la planète, c'est presque toujours pour nous annoncer des catastrophes. Il est temps de voir les choses sous un autre angle. Nous vous apportons de bonnes nouvelles de la planète. Medellín, en Colombie. La ville la plus dangereuse du monde s'est métamorphosée pour devenir une métropole où il fait bon vivre. En Allemagne, des ingénieurs font un grand pas pour la protection du climat. Ils rénovent des habitations en un temps record pour en faire des bâtiments à basse consommation d'énergie. En Indonésie, dans les régions exposées aux tremblements de terre, on construit des maisons et des écoles antisismiques à partir de déchets plastiques. Dans nos villes, il y a beaucoup de béton et peu de place pour la nature. L'espace est aménagé pour les humains, y compris les pelouses. Le pacte vert lancé par la Commission européenne prévoit de ramener la nature dans l'espace urbain. Mais une petite ville allemande a déjà plusieurs longueurs d'avance en la matière. La station thermale de Bad Tölz, en Bavière. Au premier abord, rien d'exceptionnel. La pelouse du parc de l'établissement thermal est tondue toutes les semaines. Mais par endroits, il se passe des choses curieuses. Des engins de chantier retournent les pelouses, y compris sur de toutes petites surfaces comme les ronds-points. Les pelleteuses enlèvent d'abord le gazon. Elle dépose ensuite une couche de 20 cm de gravier. Étape suivante, 2 cm de compost issu de déchets verts sans graines d'adventice. Et bientôt, ce paysage désolé va se transformer en paradis pour insectes. Au début, l'opération a laissé les habitants de la ville perplexes. On a eu beaucoup de scepticisme. Des fleurs vont pousser sur un tas de gravier. Les habitants n'arrivaient pas à imaginer comment ça allait pouvoir se transformer en prairie. La paysagiste Franziska Bauer choisit les espèces végétales adaptées à ce substrat minéral. Aujourd'hui, elle va planter du bouillon blanc, de la scabiose colombaire et de la menthe de montagne. C'est clair qu'au début, la zone est peu fournie. Ça fait un peu vide. Dans un premier temps, on va privilégier les plantes vivaces, histoire d'attirer déjà quelques insectes. Pour moi, c'est très important de veiller à utiliser des semences certifiées locales. Je ne veux semer que des graines de plantes cultivées ou récoltées dans la région. Il faut vraiment faire cet effort de conservation. Vous la remettez enfin en état? Avec le chef des services municipaux et le maire, Franziska cherche de nouvelles parcelles à transformer. Là où il y a encore des possibilités, c'est sur le terrain là derrière. Ensemble, ils ont déjà replanté plus d'une centaine de parcelles de prairies fleuries. Mais leurs ambitions ne s'arrêtent pas là. Et il ne manque pas d'idées pour favoriser la biodiversité. Ils misent par exemple sur un autre accélérateur de diversité végétale, les moutons. Les ovins broutent leurs plantes favorites, comme les différentes variétés de trèfle
et les empêche de trop se développer. Mais comme ils n'ont pas la précision d'une tondeuse, ils en laissent toujours en place. Quatre semaines plus tard, le lit de gravier est devenu ce qu'on appelle une prairie calcaire, avec une grande variété d'espèces. On y trouve du trèfle des prés, du lin, de la carotte sauvage et des marguerites. À propos de bandes florales, saviez-vous qu'aux Pays-Bas, elles flottent dans les airs? Enfin, presque. Utrecht est la première ville d'Europe à avoir végétalisé les toits des arrêts de bus. Plus de 300 abribus ont aujourd'hui un toit de ce type. Il filtre les particules fines et améliore donc la qualité de l'air, retient l'eau de pluie et apporte de la fraîcheur en été. Les plantes de la famille des Crassulacées sont faciles d'entretien et sont un vrai paradis pour les abeilles sauvages. Voilà pourquoi on appelle désormais les abribus des abris abeilles. Franziska Bauer arrache régulièrement les adventices qui risqueraient d'évincer les plantes qu'elle a privilégiées. Hormis ce petit toilettage, ces espaces fleuris donnent peu de travail à la paysagiste. Ici, pas besoin de fertilisant. Le couvert végétal se renouvelle de lui-même. Ce qu'on voit pousser semaine après semaine, mois après mois, c'est comme un petit miracle, je trouve. Aujourd'hui, les élèves de l'école spéciale Marie-Louise Yann sont en excursion dans le parc de la ville. Ils comptent les abeilles dans les nouveaux espaces aménagés. Les élèves constatent de visu que ces espaces fleuris attirent beaucoup d'insectes. Mais c'est aussi prouvé scientifiquement. Comparé à une pelouse standard, on trouve 3 fois plus d'abeilles et de cirfes sur une bande fleurie installée en bord de rue. À Bad Tölz, il y aura bientôt un espace fleuri tous les 500 mètres. Une mesure efficace contre la disparition des insectes. Cette petite ville montre qu'il est possible d'accroître la biodiversité urbaine, sans trop d'efforts ni de dépenses. Une bonne nouvelle pour la planète et un exemple à suivre. En Europe, les bâtiments sont responsables d'environ 36% des émissions de gaz à effet de serre. Et rien qu'en Allemagne, il faudrait rénover les 3/4 des constructions pour atteindre l'objectif de l'Union européenne en matière de neutralité carbone. Mais ce sont des travaux coûteux, de longue haleine et qui proposent souvent des solutions peu écologiques. Le polystyrène pour l'isolation, par exemple, est fabriqué à partir du pétrole. Et les laines minérales finissent comme déchets spéciaux. Mais il existe des solutions durables et rapides. À Cologne, on réalise des miracles en la matière. Ici, l'Agence allemande de l'énergie a été mandatée par le gouvernement fédéral pour accompagner une équipe composée d'architectes, de conseillers en énergie, de spécialistes de la 3D, d'artisans et du maître d'ouvrage. À son retour d'un voyage aux Pays-Bas, un collègue nous a parlé d'une approche originale. Sur une vidéo, on voyait une petite maison mitoyenne rénovée en une journée selon les standards de la neutralité carbone. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est super rapide, il faut absolument qu'on fasse pareil. L'architecte Klaus Zeller et ses collègues ont décidé d'importer cette idée en Allemagne. Le projet, un bâtiment ordinaire à rénover d'urgence. Il s'agit d'un petit immeuble collectif des années 1950, avec simple vitrage, isolation thermique inexistante ou presque, et système de chauffage au gaz totalement obsolète. Un gouffre énergétique qui consomme jusqu'à 5 fois plus que ce que la technique permet aujourd'hui. L'idée est d'habiller l'édifice d'une enveloppe isolante.
car rénover est écologiquement plus efficace que démolir puis reconstruire. La rénovation d'un bâtiment de ce type peut réduire à 1/6 ses émissions de gaz à effet de serre. Si on ajoute à cela les gaz émis lors de la production des matériaux de construction, un édifice rénové est même plus vertueux qu'un nouveau bâtiment basse consommation, car la rénovation conserve tout le gros œuvre en l'état. Le projet fait appel à une méthode innovante, la rénovation en série basée sur l'emploi d'éléments préfabriqués. Première étape, un spécialiste scanne à l'aide d'un laser la totalité du bâtiment, intérieur et extérieur, pour obtenir une modélisation 3D. Un constructeur ajoute ensuite le modèle numérique de la future enveloppe isolante. Tous les plans sont calculés sur mesure par ordinateur. Ils sont ensuite confiés à une entreprise de construction en bois. La coupe des éléments est pilotée numériquement. L'opération nécessite un personnel réduit, mais hautement qualifié. Cette technologie permet aux professionnels de travailler beaucoup plus efficacement qu'en se déplaçant de chantier en chantier. On construit ici une enveloppe pour l'immeuble collectif de Cologne. Les matériaux doivent être au maximum issus de matières premières renouvelables. Pour l'isolation thermique, on utilise donc de la cellulose produite à partir de papier recyclé. Mais l'équipe concède aussi un compromis. Elle ajoute un peu de laine minérale pour respecter les obligations en matière de protection incendie. On a un peu de laine minérale ici. Du point de vue de la durabilité, ce n'est pas notre produit préféré, mais on l'utilise de façon marginale. Car il suffit d'une petite épaisseur en haut et en bas pour régler le problème de la protection incendie. La laine minérale est problématique, car elle est très chère à recycler, elle finit donc comme déchet spécial. Mais son coût de fabrication reste imbattable. Alors, pour l'instant, difficile de l'éliminer complètement. Klaus et son équipe travaillent aussi avec des conseillers en énergie. Le but est que le bâtiment produise autant d'énergie que ses locataires en consomment, sans avoir recours aux combustibles fossiles. Tous les projets sont donc équipés de pompes à chaleur et de panneaux photovoltaïques sur le toit. Par exemple, ce petit immeuble situé à Hereford. Les éléments préfabriqués sont vissés au bâtiment comme une seconde peau. Quand tout se passe sans accroc, l'opération ne prend pas plus d'une journée. Bilan, ces 24 appartements vont économiser 170 tonnes de CO2 par an. À propos de logements neufs, saviez-vous que les ratons laveurs apprécient beaucoup la ville allemande de Kassel ? Et voici pourquoi. À l'origine, on a rapporté des individus d'Amérique du Nord afin de les élever pour leur fourrure. En 1934, avec l'accord de l'administration responsable de la chasse, 2 couples ont été relâchés au bord du lac d'Edersee. On voulait ainsi enrichir la faune du pays. Mais les ratons laveurs ne l'entendaient pas de cette oreille et ils ont quitté les rives du lac pour la ville. À Kassel, ils ont trouvé tout ce dont ils avaient besoin. Des tables bien garnies et des greniers abrités pour y élever leurs petits. En plus, en ville, pas de chasseurs. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 1 raton laveur par hectare. Et certes, ils sont mignons, mais ils dévastent les greniers et se nourrissent d'animaux menacés, comme le vanneau huppé. On pourrait lutter contre ces animaux avec un de leurs prédateurs naturels, mais pas en ville. Alors les ratons laveurs de Kassel restent à Kassel. L'immeuble de Cologne est lui aussi prêt à recevoir sa nouvelle enveloppe. Les éléments préfabriqués sont isolants, mais ils protègent aussi du rayonnement solaire et intègrent un système de ventilation avec récupérateur de chaleur.
Les nouvelles fenêtres sont elles aussi déjà intégrées à l'enveloppe. En tout, le chantier de rénovation devrait durer 6 mois. C'est un cas plus compliqué que celui de Hereford. Mais au fil des années, avec l'expérience acquise, l'opération sera de plus en plus rapide. Mélanie Brûle habite cet immeuble depuis 13 ans. Elle peut y rester pendant les travaux, car dans son appartement, ils ne vont durer que 2 semaines. Le loyer va un peu augmenter, mais on espère tous que la facture d'électricité et de chauffage va diminuer. Au bout du compte, on ne devrait pas dépenser plus qu'avant. La rénovation en série est particulièrement rentable dans des chantiers avec de nombreux bâtiments du même type. Avec cette méthode, on pourrait atteindre la cadence de 6,5 millions de logements rénovés par an, rien que pour l'Allemagne. La rénovation en série ne permettra pas à elle seule d'atteindre les objectifs environnementaux. Mais elle représente un tel gain de temps et d'argent qu'il faut tout faire pour la déployer à grande échelle. La bonne nouvelle, c'est qu'elle se répand aussi en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Trafic de drogue, pauvreté, violence, l'Amérique du Sud est souvent présentée comme synonyme de mauvaises nouvelles. La métamorphose d'une plaque tournante de trafic de stupéfiants est d'autant plus remarquable. Medellín, la deuxième ville de Colombie, est située dans la cordillère des Andes. Depuis les années 2000 et sous l'impulsion des autorités, la donne a changé. On a mis en place un nouveau plan d'urbanisme, avec un double objectif, rendre la ville plus agréable et plus durable pour ses 2,5 millions d'habitants. Sergio Moreno est natif de Medellín, et il a vu sa ville se transformer. Il est né dans un quartier pauvre situé à flanc de colline. Au début des années 2000, c'était le quartier le plus dangereux de la ville, la Comuna 13. Sergio Moreno se souvient du climat de guerre civile qui régnait dans les rues. Les habitants n'osaient même plus sortir. Dans les années 1990, Medellín avait le taux de mortalité le plus élevé du monde. Et on voyait encore des combats à mort dans les rues de la Comuna 13 jusque dans les années 2000. Dans les années 80-90, la Colombie était un pays en pleine déliquescence. C'était même pas un pays digne de ce nom. Du coup, les gens se sont mis en tête que la Colombie était violente et qu'elle le resterait toujours. Aujourd'hui, un téléphérique relie les quartiers pauvres des collines au centre-ville. Pour les habitants de ces quartiers, c'est un énorme gain de temps par rapport au bus. Il leur faut 3 fois moins de temps pour aller au travail, à l'école ou chez le médecin. Le prix du ticket est même un peu plus avantageux. Le téléphérique est aussi plus écologique. Il ne fonctionne pas au diesel comme les bus, mais à l'électricité fournie par une centrale hydroélectrique. En tout, les 6 lignes installées transportent plus de 100 000 personnes par jour. Le quartier le plus dangereux de la ville a aussi changé de visage. Sergio Moreno est guide touristique et fait découvrir la Comuna 13 à ses visiteurs. Il leur montre les ruelles où avant, personne ou presque n'osait s'aventurer. Les problèmes n'ont pas complètement disparu, mais on est bien plus en sécurité. Les touristes sont en confiance. Le changement est aussi venu de projets sociaux qui créent des emplois. Exemple, le jardin botanique de la ville.
Le jardin existe depuis longtemps. Mais en 2018, on a eu l'idée d'y fonder une école de formation pour jardiniers. C'est une excellente opportunité. Au bout de 4 mois, les élèves obtiennent un certificat et décrochent souvent un contrat d'1 an. Ils gagnent alors plus que le salaire national moyen. Je suis très fière de ce travail. C'est comme un rêve qui se réalise. Pour moi, c'est un plaisir de venir travailler chaque jour avec les plantes. Et grâce à cet emploi, je vais pouvoir terminer mes études. Julie a 20 ans et vient d'une communauté indigène. Elle a quitté sa région d'origine parce qu'on voulait la marier de force. Aujourd'hui, grâce à son salaire de jardinière, elle peut avoir son propre appartement. Au jardin botanique, on considère qu'on est aussi varié que la nature et on prône la diversité et l'inclusion. Dans notre équipe, on veut des gens qui pensent autrement, qui viennent d'horizons différents, avec des parcours singuliers. Il faut des hommes et des femmes qui participent à ce processus de renouvellement. Plus de 300 personnes ont déjà suivi la formation. Elle a aussi des effets positifs sur l'environnement, car l'équipe de jardiniers contribue à rendre la ville plus verte. Ils ont déjà planté plus de 300 000 végétaux, dont 72 espèces d'arbres. Ces corridors verts ont valu à Medellín le prix de la fondation Ashden, qui récompense des projets climatiquement innovants. Ils forment un réseau de 20 km de chemins ombragés. Il y fait 2 à 3 degrés de moins que dans le reste de la ville et la qualité de l'air est bien meilleure. Le Rio Medellín profite lui aussi de cette transition écologique. Jusque dans les années 2000, les eaux usées des habitations et de l'industrie étaient directement déversées dans la rivière. Aucune vie n'était possible, même sur les rives. Aujourd'hui, Medellín possède la station d'épuration la plus moderne d'Amérique latine. Et on implante de nouveaux espaces verts le long du cours d'eau. Le parc du Rio Medellín. Il mesure déjà 1 kilomètre de long et c'est l'un des symboles de la métamorphose de la ville. Les habitants viennent flâner au milieu des plantes et des animaux endémiques qui ont investi ce nouvel habitat. Dans une ville où les inégalités de richesse restent très importantes, les espaces verts servent aussi de lieu de rencontre et contribuent à réduire les tensions sociales. À terme, l'agglomération possédera une centaine de parcs et d'espaces verts. Difficile de croire qu'il n'y a pas si longtemps, Medellín était la capitale des barons de la drogue. À propos de drogue, saviez-vous que les excréments humains peuvent aussi faire tourner la tête? Parlez-en à l'anguille d'Europe, une espèce menacée de nos rivières. Tous les ans, pendant le festival de Glastonbury, les festivaliers se soulagent dans la nature. Leur urine chargée de psychotropes ruisselle alors jusqu'à White Lake, une rivière située tout près de là. Le liquide chargé en ecstasy et en cocaïne est ensuite absorbé contre leur gré par les anguilles qui y vivent. Elles deviennent hyperactives, atteignent plus tard la maturité sexuelle et souffrent d'atrophie musculaire. Les organisateurs du festival veulent protéger ces animaux grâce à une campagne intitulée « Pas de pipi dans la nature ». Reste à voir si les festivaliers s'en souviendront. Le trafic de drogue et la délinquance n'ont pas complètement disparu de Medellín. Mais en plus des espaces verts, des mesures d'urbanisme toutes simples améliorent le climat social. Les habitants de la Comuna 13 et les touristes apprécient beaucoup cet immense escalator. Lui aussi relie les quartiers pauvres des collines au centre-ville.
Sergio Moreno contribue également à l'amélioration de la qualité de vie dans sa ville. Il a créé une fondation qui collecte des fonds auprès des touristes. Ce projet entièrement numérique l'a beaucoup occupé durant la pandémie de coronavirus. Pendant la pandémie, dans certains quartiers, les gens n'avaient plus rien à manger. Ils mettaient des linges rouges à leurs fenêtres pour se signaler. J'ai alerté des collègues et des amis, y compris d'autres pays, et on a lancé un appel à dons. L'argent récolté nous a permis de distribuer plus d'1 tonne de produits alimentaires dans la Comuna 13 et ailleurs dans Medellín. C'est le genre d'expérience qui montre aux gens que quand on travaille ensemble, on peut faire plein de choses. Il y a un proverbe espagnol qui dit « Si tu veux atteindre ton but rapidement, travaille seul. Si tu veux aller plus loin, travaille en équipe. » La bonne nouvelle, c'est que des projets sociaux et écologiques peuvent complètement transformer une ville. Dans le monde entier, des gens manifestent pour la protection du climat. La jeunesse surtout se demande combien de temps encore notre planète sera habitable. Sur ce plan, les pays de l'Union européenne ne parlent pas à l'unisson. Dans l'est du continent, on contribue souvent à privilégier les carburants fossiles. En Pologne, plus de 40% de l'énergie proviennent du charbon, près de 4 fois plus que la moyenne de l'Union. Mais une petite ville montre qu'on peut faire autrement. Les abords de Konin, en Pologne. À première vue, rien de bien durable ici. 2 centrales à charbon barrent l'horizon de la ville. Leur particularité, c'est qu'elles n'appartiennent pas à l'État, mais à une société privée, ZE PAK, qui est mise sur les énergies renouvelables. Et Konin a pris le contre-pied de la tendance nationale. La ville a déjà reconverti l'une des 2 centrales. On y brûle désormais des déchets de bois à la place du charbon. C'est préférable au combustible fossile, car ce bois fixait du CO2 au cours de sa croissance. Mais en brûlant, le bois libère ce CO2. Cette centrale à bois n'est donc qu'une solution transitoire. Aujourd'hui, elle couvre 85% des besoins de la population en chauffage. Pour le reste, 14% proviennent de la chaleur résiduelle du centre d'incinération des déchets et seulement 1% du charbon. À l'avenir, on prévoit de chauffer les habitations de façon plus écologique avec la géothermie. Cette transition douce suit un plan précis, élaboré en partie avec la population. Le projet est ambitieux. La ville de Konin veut sortir complètement du charbon d'ici 2030, soit 19 ans plus tôt que l'objectif fixé par le gouvernement polonais. Les 70 000 habitants souhaitent une ville verte et plus écologique, qui soit un cadre de vie agréable pour les enfants. Pendant 1 an, les élus ont consulté divers groupes de défense de l'environnement et discuté avec eux des moyens d'y parvenir. Le maire, Piotr Korytkowski, a défendu le projet dès son entrée en fonction en 2018. Certaines choses que nous mettons en œuvre ne cadrent pas avec la politique actuelle du gouvernement polonais. Mais en fin de compte, c'est à nous de décider pour nous-mêmes. Le maire et son équipe ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont prévu de convertir la seconde centrale à charbon en centrale biomasse. Pour ce faire, ils ont sollicité des subventions de l'Union européenne. Mais elles ne couvrent pas le coût total de l'abandon du charbon.
À propos de qualité de l'air, saviez-vous qu'il y a plus de 3000 ans, les humains étaient déjà confrontés au gaz produit par l'industrie? Dans la Grèce antique, si on avait recours au fumier et au bois pour cuisiner et se chauffer, les artisans potiers se servaient déjà de fours chauffés au lignite. Ce combustible carbonifère dégageait davantage d'énergie. Les potiers pouvaient ainsi produire annuellement des dizaines de milliers de récipients en céramique et en exporter jusqu'en Syrie. Une véritable production de masse avant l'heure. Mais l'air était si pollué que les archéologues ont retrouvé des traces de fumée dans le tartre des dents de défunts. À croire que le bon air de l'époque est un mythe. Le maire de Konin travaille avec l'Agence pour le développement régional, un organisme indépendant du gouvernement polonais. Le président de cette agence, Maciej Sitek, s'occupe des contrats et des subventions et établit des contacts en Pologne et à l'étranger. Il souhaite créer des emplois dans le secteur des énergies renouvelables. Maciej Sitek discute aussi avec les représentants des collectivités locales, des villes et des associations implantées dans la région. Nous voulons bien sûr attirer des investisseurs étrangers qui ont des moyens et peuvent apporter quelque chose. Mais nous misons avant tout sur les entreprises locales, parce qu'elles sont implantées ici et ne partiront pas. Ce sont elles qui vont assurer notre avenir. Le chemin de la transition écologique est semé d'embûches. Par exemple, dans le domaine de l'énergie éolienne. En Pologne, les distances réglementaires par rapport aux habitations rendent impossible l'implantation d'installations à grande échelle. Mais Maciej Sitek et son équipe misent sur d'autres sources d'énergie. La plus grande installation photovoltaïque de Pologne se trouve ainsi à l'emplacement d'une ancienne mine de lignite à ciel ouvert. Elle a une puissance de 70 MW. Pour l'instant, l'électricité produite est injectée dans le réseau urbain, mais à l'avenir, elle servira à produire de l'hydrogène vert. Car à long terme, la région voudrait aussi décarboner au maximum ses transports. Les bus roulant au diesel sont peu à peu remplacés par des véhicules plus respectueux de l'environnement. Outre les bus électriques, la ville de Konin possède aussi un bus à hydrogène. Ce bus à hydrogène parcourt chaque jour plus de 300 km. Les usagers peuvent ainsi voir la transition écologique en action. J'ai 57 ans et j'aimerais bien voir les fruits de mon travail. On peut changer les choses. On a la possibilité de créer un monde meilleur. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire avancer la transition énergétique, même sans le soutien d'un gouvernement. Sur notre planète, plus de 2 milliards de personnes vivent dans des zones à risque sismique. Quand la Terre tremble, elle provoque partout la mort et la dévastation. Comment nous protéger de cette force de la nature? Un projet lancé dans une zone sismique nous donne un élément de réponse. L'Indonésie est située au cœur de la ceinture de feu du Pacifique, qui compte les volcans les plus actifs de la planète. Les séismes sous-marins ou terrestres y sont fréquents. Pendant l'été 2018, l'île de Lombok a subi coup sur coup 2 séismes majeurs, les plus puissants jamais enregistrés à cet endroit. La catastrophe a fait plus de 400 000 sans-abri et 563 morts. On est sortis en courant. Mon mari était encore dans la maison, comme notre fils Lisan, encore tout petit. Agus,
Lisanne est encore à l'intérieur. Oui, sors vite. À peine était-il sorti avec lui que la maison s'est effondrée et il a été blessé à l'épaule. Notre voisin n'a pas eu la même chance parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, des petites filles de l'âge de mon fils. Il a essayé de les secourir, mais elles étaient déjà mortes. Le séisme a détruit des maisons, mais aussi des bâtiments publics et plus de 400 écoles. Les enfants qui ont perdu leur école ont aussi perdu l'enseignement qui va avec. L'organisation Classroom of Hope, la salle de classe de l'espoir, est présente dans le monde entier. Après le séisme qui a frappé Lombok, l'ONG a voulu aider les enfants en reconstruisant leurs écoles, si possible, dans des bâtiments antisismiques. On cherchait une solution à long terme et on savait qu'on ne devait pas utiliser des briques. On ne pouvait pas reconstruire les écoles avec les mêmes matériaux qui s'étaient effondrés et qui avaient tué des gens. On a donc cherché un matériau durable qui résiste mieux au séisme. Il fallait un matériau léger. Alors pourquoi pas le plastique? Ici, on en trouve plus qu'il n'en faut. L'Indonésie est le deuxième producteur au monde de déchets plastiques, juste après la Chine. Et comme il n'y a pas de vraie collecte, les déchets finissent souvent dans la mer. Pour construire des écoles en plastique, il faut collecter des déchets. Alors la population est mise à contribution. Les habitants ramassent jusqu'à 20 kg de plastique par jour et reçoivent l'équivalent de 10 € en contrepartie. Certains en vivent. Pour d'autres, c'est un complément de revenu. Les déchets sont stockés dans une sorte de banque de plastique. On y trie jusqu'à 2 tonnes par jour. Pour moi, c'est ça l'économie circulaire. On prend une ressource qui a déjà été utilisée sur la planète, des déchets, et on les transforme à l'aide des nouvelles technologies. On leur donne une nouvelle valeur. En 2021, l'ONG a construit à Lombok la première école en plastique d'Asie. Pour ce premier projet, les briques ont été importées. Mais à l'avenir, les éco-blocs fabriqués à partir de déchets plastiques seront produits sur place. On les empile les uns sur les autres comme des Legos, sans visserie ni mortier. Autre avantage, l'air contenu dans les interstices agit comme un isolant et il fait plus frais à l'intérieur des bâtiments que dehors. Pour une salle de classe, il faut 1 à 2 tonnes de plastique. Autant de déchets qui ne finiront pas de suite dans la mer. C'est une solution pour des régions qui produisent beaucoup de déchets plastiques. L'école de Lombok a été construite en moins d'1 semaine. Elle peut accueillir 150 enfants. Les habitants qui ont suivi la construction de l'école ont pu s'assurer de la légèreté des briques. Je me sens en sécurité dans l'école. Et les enfants aussi. Ils n'ont plus peur des tremblements de terre parce que ces bâtiments sont construits en plastique. En plus, on se sent bien dedans parce qu'il y fait frais. Les enfants sont très contents de leur nouvelle école. Nicolas et Duncan ont fondé Classroom of Hope il y a 10 ans. Ils ont une équipe nombreuse et travaillent en collaboration avec les populations locales.
L'ONG finance aussi la construction de maisons pour ceux qui ont tout perdu dans les séismes. Quand les gens voient ma maison, ils en veulent une aussi, même s'ils ont du mal à croire qu'elle est en plastique. Une maison de ce type coûte entre 4 000 et 7 000 euros, et sa durée de vie est d'environ un siècle. L'ONG en a fait don à la famille de Cartini. Avant, j'avais toujours peur que les murs s'écroulent lors d'un séisme et d'être blessée. Mais dans cette maison-là, je me sens en sécurité. Parce que le matériau est très léger. Aujourd'hui, les enfants ont retrouvé le sommeil. C'est une bonne nouvelle venue d'Indonésie. Il existe des maisons capables de mieux résister au séisme et qui, en plus, permettent de recycler des tonnes de déchets plastiques. À propos de séisme, saviez-vous que les terribles secousses du sol agissent comme un aphrodisiaque sur une espèce animale? Il s'agit d'un poisson très rare, le Cyprinodon diabolis, qui vit dans une grotte calcaire du parc national de la Vallée de la Mort aux États-Unis. En cas de séisme, l'eau s'engouffre dans la grotte comme lors d'un tsunami. L'occasion pour les femelles d'environ 2,5 cm de long de prendre une couleur grisâtre pour montrer qu'elles sont prêtes à se reproduire. Les mâles d'un bleu lumineux poursuivent alors les femelles pour féconder les œufs juste après la ponte. On ignore pourquoi ces petits poissons réagissent de cette manière aux tremblements de terre et aux vagues qui suivent. Une chose est sûre, ces événements destructeurs pour les humains sont précisément ce qui permet à cette espèce de survivre. Aux quatre coins du globe, des hommes et des femmes engagés prouvent qu'œuvrer pour le bien de tous n'est pas une tâche vaine. Jour après jour, ils innovent pour nous offrir un avenir meilleur. À bientôt pour d'autres bonnes nouvelles de la planète.